Dans Instant Santé sur Gabon 24, un nouveau numéro pour vous parler de ce vaccin, ou plutôt des essais vaccinaux, des choses qui soulèvent beaucoup de commentaires sur la toile depuis un certain temps. Qu'en est-il réellement? De nombreuses publications affirmant que des vaccins contre le coronavirus vont être testés en Afrique agitent les réseaux sociaux du continent ces derniers jours. La levée de bouclier fait suite à l'intervention à la télévision française de 2 médecins évoquant des tests en Afrique. Existe-t-il à l'heure actuelle un vaccin contre le coronavirus? Si, comme l'affirment ces médecins, l'expérience est déjà en cours ou sur le point de l'être dans plusieurs pays européens et en Australie, et qu'il y a actuellement une réflexion autour d'un déploiement en Afrique, que dit l'OMS de ces informations? Pour en parler, je reçois le docteur Magaran Monzo Bagayoko, qui est représentant de l'OMS au Gabon. Monsieur le représentant, merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Merci. Et bienvenue sur notre plateau. D'entrée de jeu, on va essayer de faire taire la polémique parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il existe un vaccin à ce jour contre le coronavirus? Merci et merci de l'opportunité que Gabon 24 nous offre pour éclairer la communauté, la population sur cette nouvelle ou cette rumeur persistante sur les réseaux sociaux concernant le vaccin. Comme vous le savez, l'épidémie de coronavirus a été accompagnée d'une vraie infodémie. Donc, il y a une abondance ou une surabondance de rumeurs et beaucoup sont infondées. D'où la nécessité de communiquer avec le grand public pour pouvoir éclairer et donner des précisions. D'accord. À ce jour, docteur Bagayoko, existe-t-il un vaccin contre le coronavirus? Il n'existe pas de vaccin présentement contre le coronavirus. De quoi parle-t-on? Ces médecins sont sortis, ils ont annoncé des choses, que l'Afrique serait bientôt testée grâce à un vaccin de l'OMS. Est-ce que, vous le dites, il n'y a pas de vaccin, mais est-ce qu'on en est à l'étape au moins des essais? Présentement, il y a 20 candidats de vaccins. Je dis bien 20 candidats. D'accord. Donc, ça, c'est des essais qui sont en cours et qui sont en développement. Mais présentement, il n'y a pas de vaccin. D'accord. Ce que je voudrais aussi dire, il faudrait que nos communautés essaient de tamiser l'information. Il y a 3 niveaux de vérification. D'accord. Le premier niveau, c'est de voir si l'information est fondée. Le deuxième niveau, si l'information est bienveillante. Et le troisième niveau, si l'information est utile. Alors, qu'en est-il? Est-ce que l'OMS impose un rythme de travail à ces personnes? Est-ce qu'il impose au pays de trouver des personnes qui pourraient éventuellement participer? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Non, la participation aux essais cliniques ou aux essais vaccinaux est entièrement volontaire. D'accord. D'abord, pour que les essais se passent dans les pays, il y a un comité éthique qui réglemente et qui donne son attendement. Ensuite, on demande vraiment l'adhésion volontaire des populations. D'accord. Et vous savez, chaque fois quand il y a un nouveau produit, on dit on a testé les volontaires. Donc, c'est vraiment les volontaires qui sont testés. On n'impose pas à la population de venir se faire tester. D'accord. Voilà. Non, mais on ne parle pas de tests, on parle de ces essais vaccinaux. Est-ce qu'on impose à quelqu'un, vous devez, cet état-là, vous devez trouver des protocoles ou des essais, vous devez pouvoir proposer des essais qui soient concluants pour la mise sur le marché d'un vaccin ou pas? On le fait comme ça? Est-ce qu'on impose aux États ou est-ce qu'on impose aux firmes pharmaceutiques, par exemple? Non seulement ce n'est pas imposé aux États, je vous ai parlé de l'essai de solidarité qui est en cours. Donc, ce n'est pas imposé, c'est les pays qui disent « nous en voulons faire partie ». D'accord. Voilà. Donc, et même à l'intérieur des pays, pour les communautés, c'est le consentement éclairé de la population qui est demandé. D'accord. Donc, c'est à la population d'accepter de faire partie de l'essai vaccinal ou de l'essai thérapeutique ou non. D'accord. Voilà. OK. L'objectif, c'est quoi? Rapidement mettre sur le marché un vaccin? Absolument. Sur la base de combien d'essais, par exemple, on peut partir pour la mise sur pied d'un vaccin? Oui, les essais passent d'abord par la recherche. Oui, d'accord. Au niveau du laboratoire, ensuite, on fait la recherche et à partir du moment on passe à l'OMS pour ce qu'on appelle la préqualification. Dès que l'OMS préqualifie, sur la base des données, de l'évidence, alors en ce moment, on met le vaccin dans le domaine public. Mais c'est tout un processus très rigoureux. D'accord. Voilà. Qui respecte plusieurs étapes. Plusieurs étapes, et c'est ce qui s'est passé avec Ebola. Aujourd'hui, on a un vaccin.
D'accord. Voilà. Qui a mis beaucoup de temps. Donc à ce jour, développer. Ce n'est pas demain, la veille, que les malades du coronavirus seront donc soumis à ce vaccin-là. Non, on n'a pas beaucoup espoir d'avoir un vaccin, comme je le disais, d'ici la fin de l'année. Ce que nous avons homologué, c'est ce qu'on appelle les essais thérapeutiques, les essais cliniques. C'est-à-dire, en français facile. Voilà, en français facile, il s'agit des médicaments qui doivent être testés pour traiter les sujets malades. Puisque les personnes sont malades, il ne s'agit pas de vaccin à ce niveau, il s'agit des médicaments. D'un traitement. Voilà, d'un traitement. D'accord. Et à ce jour, il y a environ 70 pays qui se sont inscrits pour pouvoir tester, et cela, l'OMS est en partenariat avec les autres partenaires pour faire ces essais. D'accord. Voilà. Donc, à ce jour, s'il vous plaît, madame, monsieur, il faut que ça s'arrête. L'OMS n'a pas homologué de vaccin, donc il n'existe pas de vaccin qui serait peut-être testé en Afrique sur des Africains. Voilà qui est dit. Docteur, comment de telles informations peuvent arriver sur la place publique et l'on parle toujours au nom de l'OMS sans qu'il n'y ait jamais de garde-fou? Comment cela s'explique? Oui, présentement, comme je disais, il y a une surabondance d'informations. Oui, mais l'OMS est quand même une institution internationale, exactement, bien huilée. Oui. Voilà, comment on parle à chaque fois au nom de l'OMS sans qu'il n'y ait jamais de garde-fou? Non, il y a des garde-fous. L'OMS a pris des garde-fous. D'accord. Je m'en vais vous dire, premièrement, l'OMS maintenant a un partenariat avec les réseaux sociaux, tels que WhatsApp, tels que Twitter, pour donner l'information vraie aux communautés. L'OMS a un partenariat avec Google. D'accord. Lorsque vous faites la recherche maintenant sur Internet, sur Google, alors on a un partenariat. La première information qui s'affiche, c'est les informations sur le Covid, c'est les informations de l'OMS. Alors, nous avons aussi un partenariat avec les pays pour pouvoir traduire ces informations en langue locale. D'accord. Alors, et nous sommes en partenariat avec Twitter, on est en partenariat avec WhatsApp et on est en partenariat avec beaucoup de plateformes de réseaux sociaux pour pouvoir traduire ces informations en langue locale. D'accord. Voilà. 70 pays se sont inscrits, ce sont vos mots, pour ces essais thérapeutiques. Moi, je vais insister quand même sur le traitement. Oui. On entend un peu partout qu'il n'y a pas de traitement dédié, spécifique à la Covid-19. On va dire la Covid, il n'existe pas de traitement. Non. Mais qu'est-ce que vous avez finalement homologué? Rien n'est homologué à ce jour. D'accord, aucun traitement. Aucun Mais traitement les États essaient, on entend parler beaucoup de chloroquine. Là aussi, l'OMS n'a pas homologué quoi que ce soit. Non. D'accord, à ce jour. Les questions sont directes et franches, donc merci pour vos réponses qui le sont également. Alors, outre les mesures barrières mises en place donc par l'OMS, tousser dans le creux du coude, se laver régulièrement les mains, utiliser une solution hydroalcoolique, rester à 1 mètre, qu'est-ce que l'OMS, quel est le plan, pas de contingence, mais le plan de riposte de l'OMS à ce jour au niveau mondial, et nous reviendrons spécifiquement au niveau du Gabon? Oui, au niveau mondial, le plan de riposte de l'OMS est assez clair. Alors, le premier plan, c'est vraiment limiter la propagation de la maladie par effectivement ces mesures barrières. Donc, il faudrait que l'OMS recommande aux États membres de tout faire pour pouvoir retrouver les sujets contacts dans la communauté, traiter les malades et ensuite tout faire pour isoler les porteurs, qu'ils soient malades ou sains. Donc ça, c'est vraiment une stratégie. Alors, ça, c'est au niveau international. Oui, ça, c'est au niveau international. Oui. Et en cela, ça accompagne d'autres mesures. L'OMS fait la recherche pour pouvoir rapidement trouver des produits, même si on n'est pas encore là. D'accord. Voilà. Ça, c'est aussi un axe. Et l'OMS fait le plaidoyer. D'accord. Parce que nous avons vu présentement qu'il y a les fermetures de frontières, des mesures de confinement, et l'OMS est en train de faire le plaidoyer pour qu'on ait des couloirs humanitaires. C'est-à-dire? En fait, permettre aux États de mettre des mécanismes pour le transport des experts pour contribuer à la lutte, et ensuite le déplacement des intrants, des commodités. J'ai envie de m'arrêter à cette étape de la discussion sur véritablement la mission, le rôle de l'OMS en Afrique et dans le monde. Quel est votre rôle? Parce que l'on comprend que vous faites beaucoup de choses en même temps, mais quel est votre rôle en tant qu'Organisation mondiale de la santé? Alors, donc, merci pour cette opportunité. Alors, vous savez, l'OMS, son mandat d'abord, c'est amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible. D'accord. Ça, c'est notre mandat. Et présentement, notre défi, c'est promouvoir la santé, préserver la sécurité et protéger les vulnérables. D'accord. Ceux qui sont vulnérables. Comment vous le faites dans la pratique? Comment ça se passe? Dans la pratique, nous avons des valeurs.
qui sont les valeurs qui constituent l'ADN de l'OMS aujourd'hui. Des valeurs. Des valeurs. Quelles valeurs? Voilà. La première des valeurs de l'OMS, c'est vraiment travailler sur la santé publique, quel que soit le contexte. Donc, vous voyez maintenant, il y a des mesures de confinement, mais l'OMS doit être sur le terrain pour appuyer. La deuxième valeur de l'OMS, c'est la valeur de l'excellence. D'accord. Donc, l'OMS doit être une institution d'excellence, quel que soit le domaine. D'accord. La troisième valeur, c'est l'intégrité et la redevabilité. L'OMS est une institution des États membres. Et l'OMS a le devoir, l'obligation de rendre compte. D'accord. À ses États membres. À ses États membres. D'accord. À travers les instances définies par les États membres. D'accord. Et nous avons aussi des valeurs de partenariat. Et le dernier, la dernière valeur, non la moindre, c'est vraiment le don de soi. D'accord. Voilà. Vous donnez beaucoup de votre temps pour accompagner vos semblables. Absolument. On va le dire comme ça. Merci beaucoup de nous rappeler ces choses essentielles. Ce qui m'emmène à vous poser la question fondamentale de votre apport concret au niveau du Gabon. Comment vous accompagnez ce gouvernement à faire face, puisque vous êtes le représentant de l'OMS au Gabon, comment vous accompagnez le gouvernement gabonais à faire face à cette maladie? Voilà. Le premier apport que nous faisons au Gabon, c'est d'abord le plaidoyer et le leadership. Nous travaillons présentement avec les partenaires techniques et financiers et nous les avons mobilisés pour apporter une assistance technique au Gabon. À cet effet, nous avons travaillé avec la Banque mondiale, avec la Banque africaine de développement, l'Union européenne, avec le Fonds monétaire international. Et tous ces gens, on est allés sous le leadership de l'OMS voir le Premier ministre et confirmer ce qu'on peut faire. C'est vraiment sur le plan leadership. D'accord. L'autre aspect essentiel, c'est vraiment la surveillance épidémiologique. Donc, nous travaillons maintenant main dans la main avec la partie nationale pour pouvoir faire la surveillance sur le terrain. Travailler avec les équipes, aller chercher les sujets contacts et nous assistons aussi à la formation. Oui. D'accord. Est-ce que ça fait partie de vos missions? Oui, ça c'est vraiment nos missions régaliennes. Je prends un cas précis d'un malade. Le premier cas, par exemple, il a été diagnostiqué positif. Qu'est-ce que vous faites depuis le diagnostic jusqu'à la prise en charge? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Là, on est sur un cas pratique. Vous faites quoi? Voilà. Là, ça c'est vraiment le ressort de la partie nationale. Parce que ce que nous faisons, l'OMS a un rôle à jouer dans la formation et dans l'appui technique et en donnant des directives. Tout ce que les pays utilisent comme directives pour retrouver les sujets contacts, pour ne pas contaminer les autres, pour faire le confinement, donc basé sur les directives de l'OMS. Et nous nous assurons que ce premier cas-là soit traité conformément aux directives de l'OMS. Et c'est ce qui a été fait. Vous, outre les directives, c'est-à-dire faites ci, ne faites pas ça, allez là-bas, n'allez pas ici, outre ça, vous n'avez pas un rôle pratique, je veux dire, prise en charge, on va prescrire les médicaments, le protocole de traitement? Non, parce qu'il y a beaucoup d'amalgames. Les protocoles de traitement, effectivement, c'est l'OMS qui les propose. D'accord, mais ce sont les États qui choisissent d'appliquer à tel ou tel autre malade. Absolument. On est bien d'accord. Donc ce n'est pas l'OMS qui doit prendre en charge le cas zéro, par exemple, l'emmener dans une structure hospitalière, le confiner, etc. Non, c'est pas le... Mais vous avez un rôle de leadership et de plaidoyer. Oui, on a un rôle de leadership et de plaidoyer et on a aussi un rôle d'assistant technique. Nos équipes qui sont déployées maintenant, nous avons une trentaine de collègues qui sont déployés et qui sont dans les commissions de l'État. Ils travaillent jour et nuit sur le terrain. Quels sont leurs profils à ces techniciens? Alors, ces techniciens, nous avons parmi eux une vingtaine de médecins épidémiologistes qui sont en termes d'urgence. Alors, nous avons des gens qui sont dans le domaine du laboratoire et nous avons aussi des gens qui sont dans la communication des risques et des gens qui sont vraiment des spécialistes dans la prévention et le contrôle des infections. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a une formation, un passage de compétences au niveau national? Est-ce que l'OMS, avant la Covid-19, a essayé de renforcer les capacités de ces médecins en cas d'urgence, puisque là, nous sommes en période d'urgence? Est-ce que la plupart de ces personnes qui travaillent dans les comités nationaux vont faire un passage de compétences? Oui, c'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait. C'est ce qui se fait ou c'est ce qui a déjà été fait? Ça a été fait et ça continue à se faire. Comme c'est une nouvelle maladie, les directives changent et les données changent. Donc, et la formation est une formation continue. Et cela se fait tous les jours par les collègues de l'OMS qui sont déployés sur le terrain et qui travaillent aussi avec le COPIL, il y a le comité de pilotage. De pilotage qui lutte contre cette maladie. Donc, en termes de mesures d'accompagnement, les mesures sanitaires varient d'un pays à l'autre.
On est bien d'accord? Non, ça c'est aussi le rôle de l'OMS, c'est essayer d'harmoniser les interventions et les mesures. D'accord. Les mesures que l'on soit au Mali, au Gabon. Voilà, les mesures barrières que vous appliquez au Gabon sont les mêmes mesures qui sont appliquées en France, en Chine, un peu partout. D'accord. Donc, c'est ça aussi le rôle de l'OMS. Oui, mais là, on parle de mesures barrières. Ce sont des mots, ce sont des gestes à produire. Moi, je parle en termes d'accompagnement spécifique des gouvernements. Oui. Est-ce que c'est la même chose que l'on soit au Mali, au Togo, au Nigeria, au Sénégal, au Gabon? Oui, les fonctions de l'OMS en matière d'urgence ne varient pas. Donc, ne tiennent pas compte des réalités des pays? Non, la réalité, c'est que l'ampleur de l'appui de l'OMS dépend effectivement du système de santé en place. Mais les principes de base ne changent pas. D'accord. Et là, pour le cas spécifique du Gabon, qu'est-ce que vous faites? Outre le plaidoyer Oui, non, outre le plaidoyer, nous avons d'abord l'appui technique que je disais tantôt. D'accord. Parce que nous formons, et bien avant l'épidémie, nous avons aidé le Gabon à faire l'évaluation externe du règlement sanitaire international, qui est une loi internationale pour la santé internationale. Donc, le Gabon ne l'avait pas encore à jour? Non, le Gabon l'a à jour, mais sa mise en œuvre passe par des stades. Et le premier stade, c'est effectivement faire une évaluation externe pour voir quelles sont les capacités du Gabon en la matière. Et ça a été fait? Ce travail a été fait et nous avons aussi fait une cartographie des risques sanitaires. Ce travail a été fait. Nous avons aidé le Gabon à faire un plan de riposte. Et nous venons de réviser le plan de riposte en tenant compte des récents développements dans le domaine de la lutte. Ce travail a été fait. Mais nous avons aussi, comme on le dit dans notre jargon, on a fait la montée en puissance, le surge. C'est-à-dire? Voilà, le surge, ça veut dire déployer des gens qui sont dans le théâtre des opérations. Et nous l'avons fait, et comme je disais... Comme on l'a vu avec Ebola en République démocratique du Congo, on a vu le docteur Mouti Matshidiso en première ligne. Absolument. Dans cette ligne-là, dans cette lutte-là. Aujourd'hui, on parle de la Covid-19. Le Gabon, le nombre de cas augmente. Est-ce que c'est en fonction justement de cette augmentation que vous avez revu le plan de riposte? Non, non, non. Nous, on a contacté les autorités même avant le premier cas. D'accord. Voilà. Donc, on est là, on travaille avec eux. Nous avons fait d'abord, conformément à notre mission régalienne, nous avons fait l'évaluation des structures de prise en charge et montré, par exemple, quels sont les aspects améliorés. Par exemple, l'un des aspects améliorés, c'est qu'à l'entrée, il faut mettre des triages pour trier les patients. Donc, à l'entrée des hôpitaux? Voilà, l'entrée des hôpitaux de prise en charge, c'est ce travail. Pour trier quels patients? Les patients testés positifs ou toutes les personnes qui viendraient en consultation? Voilà, toutes les personnes. Il ne faut pas faire l'amalgame à ce stade. Il faut faire un triage. Nous avons aussi évalué les conditions de prévention et de contrôle des infections dans les hôpitaux. Et nous avons formulé des directives pour la partie nationale. Donc, ça veut dire que nous sommes là et on apporte un appui logistique. Très bien. Donc, présentement, notre but, c'est de mettre en place un système de gestion de l'incident, mais qui s'intègre parfaitement dans le système de gestion de la partie nationale. Et c'est ce qui se fait. Sur le terrain maintenant, vous ne pouvez pas dire ça c'est l'équipe OMS, c'est l'équipe du Gabon. On travaille intégré dans toutes les commissions. On travaille en parfaite synergie, en parfaite symbiose. Est-ce qu'il y a comme un suivi? Vous dites, vous proposez des choses au gouvernement. Est-ce qu'il y a, outre cet aspect de proposition, où il y a que les équipes de l'OMS sont dans celle nationale, on va le dire comme ça, est-ce qu'il y a un suivi derrière qui dit, attention, c'est peut-être qu'on n'a pas bien expliqué cette partie-là, mais il faut peut-être aller dans ce sens. Est-ce qu'il y a ce suivi-là, ce droit de regard-là de l'OMS? Cela se fait et pas plus qu'hier, nous avons fait notre atelier d'orientation à notre niveau pour pouvoir synchroniser, parce que comme je disais, c'est une nouvelle maladie et les informations changent. Alors, les informations évoluent et nous avons toujours des développements positifs pour la gestion des cas. Donc, voilà. Présentement, nous donnons des conseils au gouvernement et nous déployons des gens et nous les formons. Et je pense que ça, c'est des aspects qui sont vraiment pris en compte. D'accord. Moi, je suis bien contente de vous l'entendre dire. Tous ces aspects sont pris en compte. Mais avez-vous pris en compte le fait que le Gabon, c'est 9 provinces et que la plupart des populations sont en train de regagner l'arrière-pays par crainte du coronavirus, alors que c'est très dangereux de regagner l'arrière-pays? Est-ce que ces mesures sont valables pour l'arrière-pays aussi? Est-ce qu'il y a vos équipes au niveau de l'arrière-pays?
Oui, présentement, je pense que le pays est en train de prendre des dispositions pour décentraliser la lutte et c'est ce qui se fait. Mais en ce qui concerne l'OMS, nous avons déjà des experts qui sont basés dans 6 des 9 provinces et nous sommes en train de recruter, vous avez dû voir ça dans l'Union, 4 épidémiologistes pour couvrir les autres provinces. D'accord. Qui viendrait quand? Qui démarre quand? Bon, on a fait l'annonce dans l'Union et si vous connaissez des bons épidémiologues, dites-leur de venir postuler. Malheureusement, je n'en connais pas. De venir postuler, mais je pense que... Nous en sommes encore à cette étape de la discussion où l'on revient quand même sur ce qui a permis que vous soyez sur notre plateau, donc ces vaccins. Qu'en est-il aujourd'hui au niveau de la recherche? Est-ce qu'on peut se prononcer quand même sur l'évolution des choses, de ces essais? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu plus concluants que d'autres? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, donc ce qu'on peut dire à ce stade, c'est que on ne s'attend pas à un vaccin d'ici la fin de l'année. Ah. Oui. Ah, c'est très grave ça. C'est très prometteur, donc les recherches avancent, mais il ne faudrait pas qu'on dise à la communauté qu'on aura un vaccin d'ici la fin de l'année. C'est pas sûr. Voilà. Entre-temps, on fait quoi? On continue de laisser la maladie gagner du terrain. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Vous êtes l'OMS, vous avez un balayage à 360 degrés parce que vous avez des personnels partout dans le monde. Oui. Mais aujourd'hui, si on s'en tient à vous dire, il n'y aura pas de vaccin d'ici la fin de l'année. Entre-temps, on fait quoi? Non, on fait. Alors, les malades sont traités. Avec des protocoles existants. D'abord, voilà, avec les protocoles existants, mais ce qu'il faut savoir, cette maladie, alors, nous avons juste 15% des malades qui auront besoin d'hospitalisation. Le reste, c'est des formes bénignes, alors, qui seront juste isolées pour ne pas contaminer les autres, mais qui ne nécessitent pas une hospitalisation. D'accord. Et le pays est en train de prendre des dispositions pour vraiment trier la population. Donc, ceux qui sont porteurs et sains, alors eux, ils seront isolés parce qu'ils constituent un risque, mais ils ne vont pas aller à l'hôpital. Ceux qui sont malades vont à l'hôpital et le reste de la population, ils seront mis en quarantaine parce que c'est les sujets contacts. Et c'est ça le confinement. Dès qu'on tousse au quartier, on dit « Ah, attention, vous avez le corona, vous êtes atteint de la Covid-19 ». Qu'est-ce que vous appelez porteur sain? Qu'est-ce que vous appelez personne faisant la maladie? Comment on les détermine? Voilà, les signes sont clairs. Et les signes de la maladie, c'est juste avoir la toux, avoir le nez qui coule, avoir le mal de gorge et avoir des difficultés à respirer. Donc, quand on a ces symptômes... Ça ressemble à la grippe. Ça. Voilà, ça ressemble à la grippe, mais et quand on fait la fièvre. Quand on a ces symptômes-là, il ne faudrait pas se déplacer. Il faut rester sur place. Vous appelez le 1410 qui va vous orienter. Parce qu'en vous déplaçant, si par hasard vous êtes malade, vous disséminez la maladie. D'accord. Voilà, donc vous restez sur place et vous appelez le 1410. D'accord. Voilà. Et à quel moment est-ce que je dois m'inquiéter? J'ai tous ces symptômes, mais il y a quelque chose qui doit être un élément déclencheur qui me permettra ou qui m'obligera peut-être à me rendre dans une structure sanitaire. C'est quoi, les étouffements? Quel est l'élément déclencheur? Non, il ne faut pas attendre les étouffements. Il faut juste appeler le 1410 dès qu'on réunit tous ces symptômes-là. Alors, c'est assez clair. Donc, il ne faut pas attendre qu'on ait l'étouffement pour appeler le 1410. Lorsque vous avez les signes, et souvent, on a des antécédents de contact. Si on a voyagé dans un pays à haut risque, ou si on a été en contact avec quelqu'un qui a été testé positif, alors vous devez vous déclarer. C'est un acte civique. Donc, ça, c'est assez... Il faut le faire. Et dès que vous sentez la fièvre, la toux, mal de gorge, difficultés respiratoires, le nez qui coule, il faut appeler le 1410. Parce que maintenant, on est dans une phase de transmission communautaire. Voilà. Là, vous avez l'opportunité de vous adresser aux Gabonais d'origine et d'adoption qui vous regardent, à toutes ces personnes qui sont devant leur petit écran. La Covid-19 existe et elle tue. Au-delà, il y a des personnes qui en guérissent. Donc, vous avez l'opportunité de vous adresser aux Africains qui vous regardent, laisser les débats stériles autour des vaccins qui n'existent pas, qui n'ont pas été homologués par l'OMS, mais respecter les mesures barrières et encore. Il faudrait que les populations restent calmes. Il faut que ces populations restent positives. Et il faut que les populations restent sereines. Les mesures sont prises à tous les niveaux pour pouvoir gérer les cas de Covid-19 dans le pays. Donc, les polémiques sur les vaccins et choses ne nous amènent nulle part. Alors, nous avons des mesures
très claires qui sont préconisées par les autorités sanitaires. Et ces mesures-là ont fait leur preuve dans tous les pays. Donc, ce que je demande à la population, c'est d'adhérer à ces mesures et de laisser cette discussion stérile. D'accord, ce trop-plein d'informations qui émanent de partout et qui n'ont véritablement pas ne portent pas de bons fruits. On va le dire en ces termes-là. Merci, docteur Bakayoko. Merci d'être passé sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes le représentant de l'OMS au Gabon. Merci pour toutes ces informations. Il n'y a pas de vaccin au Gabon. Merci. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y a pas de vaccin. Il n'y aura pas de vaccin testé sur les Gabonais, sur les Africains. L'OMS dit non. Voilà qui est dit. Tenez-le pour dit, madame, monsieur, merci de rester sur Gabon 24. Merci à l'OMS d'avoir accepté. Continuez de venir nous informer car vous êtes les personnes autorisées à nous donner les bonnes informations. Merci beaucoup. Évitez les réseaux sociaux et le lot d'informations anxiogènes. Essayez de rester calme, comme l'a dit le docteur Bakayoko, et surtout de respecter les mesures barrières qui consistent à tousser et à éternuer dans le coude, à vous laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, à prévenir le 14-10 en cas de symptômes, à rester à une distance d'1 mètre. Et si jamais vous n'avez pas d'eau à proximité, utilisez s'il vous plaît le gel hydroalcoolique. Je vais vous en donner. Merci beaucoup. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, docteur. On fait le geste. Ce geste-là peut sauver la vie et notre responsabilité est interpellée car indisciplinés, nous irons dans le mauvais sens. Nous n'allons pas lutter contre la maladie, mais ensemble, nous pourrons lutter contre la Covid-19. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. L'information se poursuit. Merci. Okay.